Dans les parties précédentes, nous avons vu les propriétés du transistor JFET, ses caractéristiques de transfert et de sortie. Nous avons vu les schémas de polarisation, comment déterminer le point de fonctionnement du transistor pour un schéma de polarisation bien déterminé. Mais toute cette étude, c'était une étude qui correspond au fonctionnement ou au régime de polarisation du transistor ou bien le régime statique. Maintenant, on va essayer de voir à quoi sert un transistor JFET. Et en particulier, on va faire une étude du fonctionnement du transistor JFET comme amplificateur. La première chose à faire, c'est de déterminer un modèle équivalent du JFET canal N, puisqu'on va faire l'étude pour un JFET canal N en signaux alternatifs, et en particulier en signaux sinusoïdaux, puisque le signal à amplifier va être un signal sinusoïdal. Comme ce que nous avons vu pour le transistor bipolaire, donc il faut déterminer un schéma équivalent du transistor JFET en signaux alternatifs. En fait, le transistor JFET canal N est caractérisé par une résistance interne notée RGS qui a une valeur très grande. Donc sa résistance interne RGS, c'est une résistance qui est très grande. Vous vous rappelez du paramètre H11 du transistor bipolaire, c'est la même chose. Sauf que H11, c'était pas très grand. Elle avait une valeur de quelques centaines de ohms, par exemple 600 ohms ou bien 500 ohms, en fonction du type de transistor. Donc, le JFET canal N est caractérisé par une résistance interne RGS très grande. Il est également caractérisé par une résistance drain-source. Et comme le transistor bipolaire, le transistor JFET est modélisé par un générateur de courant. C'est le courant ID, courant de sortie. Donc le JFET, il est équivalent à un générateur de courant. Ce courant, comme pour le transistor bipolaire, il y avait IC qui est égal à bêta IP. Maintenant, nous avons ID qui est égal à GM fois VGS. Vous vous rappelez de la transconductance? GM qui est égal au courant ID divisé par la tension VGS. Donc, voilà. Ça devient une caractéristique de chaque transistor et on exprime le courant ID de sortie qui est amplifié en fonction de VGS et de GM. Donc ces trois paramètres nous donnent le schéma équivalent suivant. En entrée, il y a la résistance interne RGS. Ici, c'est la grille. Ici, c'est la source. En sortie, nous avons un générateur de courant, comme pour le transistor bipolaire. GM fois VGS. Pour le transistor bipolaire, il y avait bêta IB. Et pour le transistor JFET, il y a GM fois VGS. Et la résistance drain-source, notée RDS. Ce qui nous donne ici le courant IT, qui est en fait égal à GM fois VGS plus la tension VDS qui est ici divisé par la résistance RDS. On va voir pourquoi on fait souvent cette approximation. Dans l'entrée, nous avons ici VGS et bien sûr ici c'est le drain. Voilà. Donc ça c'est le circuit équivalent d'un JFET canal N en alternatif. Maintenant on va essayer de simplifier ce schéma équivalent en considérant quelques approximations.
Donc la première approximation qu'on va faire, c'est de considérer RGS comme une résistance infinie. Puisque RGS est très grande, donc on peut l'assimiler à une résistance infinie. Résistance infinie équivalent à un circuit ouvert. La même chose pour RDS. Dans pratiquement toutes les applications, RDS est également considérée très grande. Donc elle est assimilée à une résistance infinie. Et donc elle est considérée comme un circuit ouvert. D'où on néglige ce terme. Puisque RDS a une valeur infinie, donc VD sur RDS tend vers 0. Et il reste seulement le terme GM fois VGS. Donc on peut dire que ID est égal à GM fois VGS. Et c'est une bonne approximation donc, qui permet de simplifier les calculs sans perdre en précision. Donc si on remplace RGS et RDS par des circuits ouverts, qu'est-ce qu'on obtient? À partir de ce montage, on obtient le montage ou le schéma équivalent simplifié suivant. Donc ça c'est G. Ici c'est un circuit ouvert, on remplace RGS par un circuit ouvert. Le générateur de courant, il est là, il n'est pas touché. GM fois VGS. Et la résistance RDS est remplacée par un circuit ouvert. Donc on va avoir ici le courant IT, le drain ici, la tension VDS ici, la source et la tension VGS. Donc entre G et S, il y a un circuit ouvert. Maintenant, on va voir le comportement du transistor JFET dans un montage réel. Voici le montage que nous allons considérer. Si vous remarquez bien, vous allez voir que ce montage utilise un circuit de polarisation automatique, le voilà, que nous avons déjà vu. En plus, il y a la tension d'entrée, VE, qui va être amplifiée. Il y a la résistance RL qui va nous permettre de récupérer la tension de sortie VS. Et il y a trois condensateurs. C1, C2 et C3 sont des condensateurs de couplage qui permettent de bloquer la composante continue en régime dynamique. Pour pouvoir comprendre le fonctionnement de ces trois condensateurs, il faut qu'on fasse une petite explication. On va laisser de côté ce montage et on y reviendra tout à l'heure. On considère le circuit suivant, c'est un circuit RC dont l'entrée est constituée d'un signal VE de T sinusoïdal et d'une tension continue. VE de T est exprimé par A fois cosinus de pi FE fois T. Donc FE c'est la fréquence de VE. Si on veut représenter ce signal en fonction du temps, on va avoir quelque chose comme ça. Avec ici le A et ici le moins A comme valeur minimale. Pour VDD, c'est une tension continue bien sûr. Elle est constante et elle a une fréquence nulle. Le VE, il a une fréquence FE. Le VDD, il a une fréquence nulle. Ce qui nous donne pour la tension VEDT qui est égale à la superposition de ces deux tensions, ce qui va donner comme pour la représentation en fonction du temps. Ici, c'est VDD. Et autour de VDD va varier la tension VE. Donc ici, on va avoir VDD plus A
et ici on va avoir VDD moins A. Ce qui est important ici, c'est que la tension VE varie autour de 0. La tension somme grand VE de T varie autour de VDD parce que VE de T est égal à VDD plus petit VE de T. Donc ça, c'est la tension d'entrée. La tension de sortie, elle est prise sur R, VS, ce qui signifie que ceci, c'est un circuit RC qui va jouer le rôle d'un filtre passe-haut. Nous avons déjà vu ceci en premier semestre. Donc ça constitue ce qu'on appelle un filtre passe-haut. Un filtre passe-haut, c'est un filtre qui laisse passer les signaux avec des fréquences supérieures à une fréquence FC, qu'on appelle la fréquence de coupure. Cette fréquence FC, la valeur de cette fréquence FC dépend de la valeur de la capacité C du condensateur. Donc on peut choisir ou bien on peut contrôler la fréquence FC en choisissant une valeur adéquate de la capacité du condensateur. L'objectif de ce filtre, c'est de laisser passer la tension VE et de bloquer la tension VDD, qui est la composante continue. Donc on va choisir la valeur de C de telle sorte à ce que FC soit inférieur à FE pour laisser passer le signal VE de T qui a une fréquence VE. Donc si la tension à l'entrée ici est représentée par ceci, donc la tension en sortie va être représentée comme ça. Elle va varier autour de 0. Donc nous avons éliminé la composante continue qui est VDD. Et on va avoir tout simplement VS égale à VE de T. Donc on a éliminé VDD. Voilà, c'est ça l'objectif d'un filtre passe-haut. Il va éliminer ou bien bloquer la composante continue et laisser passer la composante variable en choisissant une valeur adéquate de FC qui dépend de la valeur de C tout simplement. Et si vous vous demandez pourquoi le C il va laisser passer VE de T et il va bloquer VDD, tout simplement parce que un condensateur pour une tension continue, il va se comporter comme un circuit ouvert. Donc la tension ici va être nulle. Si par exemple, il n'y a que VDD. S'il n'y a que VDD, donc le C, il va se comporter comme un circuit ouvert et VS va être nul. D'accord? S'il n'y a que VE, pour une tension variable qui a une fréquence suffisamment grande, le condensateur C va se comporter comme un fil. Et si il se comporte comme un fil, on va avoir ici en sortie VS égale à VE de T. Donc si on fait la superposition de ces deux montages en utilisant le théorème de superposition, on va avoir ceci, il va contribuer avec un 0 et ceci, il va contribuer avec sa valeur VE dans la tension VS, ce qui va nous donner en sortie VS égale à VE de T plus 0. Donc VS égale à VE de T. Et voilà. Maintenant, on revient à notre montage. Dans ce montage, le condensateur C3 avec la résistance RL vont constituer un filtre passe-haut. Donc la tension d'alimentation VDD, qui est continue, elle va être bloquée par le condensateur C3. Et en sortie, on récupérera une tension VS qui est amplifiée et qui varie autour de sa valeur moyenne 0. Donc ici, la tension VS, elle va varier autour de la valeur moyenne qui est 0. Donc elle ne contiendra pas de composante continue parce qu'elle va être éliminée par le condensateur C3.
Concernant le condensateur C1, il va laisser bien sûr passer la tension VE, qui est une tension variable, et il va bloquer toute autre éventuelle tension continue qui peut exister. Le condensateur C2, quant à lui, il permet de court-circuiter la résistance RS en régime dynamique. Parce que en régime dynamique, qui correspond à la tension sinusoïdale, ce condensateur C2 se comporte comme un fil. Et donc un fil en parallèle avec une résistance, ça va donner un fil, ce qui va court-circuiter la résistance RS en régime dynamique. En ce qui concerne les paramètres du transistor, VGS, VDS et ID, ils vont contenir les deux composantes, la composante continue et la composante variable, parce qu'ils ne seront pas affectés par les condensateurs. Ici, la tension VDS elle n'est pas affectée par les condensateurs. La même chose pour la tension VGS, qui dépend du temps. Et la même chose pour le courant ID. Donc, ces trois paramètres du transistor, ils vont comporter les deux composantes, la composante variable et la composante continue. Commençons par VDS. Le VDS, il va être constitué par la composante continue, VDS 0, qui est issue de VDD et qui correspond au régime de polarisation ou bien régime statique, plus la composante variable, je vais la noter petit v, petit d, petit s de t, qui vient de VE. La même chose pour ID de t, donc il est composé de deux composantes, ID0 plus ID de t. Et pour VGS, il est composé de VGS0 plus VGS de t. Si on veut représenter ces trois tensions, donc commençons par VGS. Elle va varier bien sûr autour de VGS 0. Pour VDS, la même chose. Elle va varier autour de VDS 0. La même chose ici pour ID qui va varier autour de ID 0. Remarquez ici que j'ai inversé la tension VDS ici. Donc il y a un déphasage de 180 degrés entre la tension VDS et la tension VGS. C'est comme dans le cas du transistor BJT. Le transistor JFET, il va introduire un déphasage de 180 degrés. C'est pour cette raison qu'on l'appelle un inverseur. Ici, je vais refaire la représentation de VS. Elle va varier autour de sa valeur moyenne 0, mais elle va avoir la même forme que VDS, comme ça. Et voilà. On va illustrer graphiquement ce que nous avons vu concernant les paramètres du transistor. Pour ce faire, on va utiliser la caractéristique de transfert et la caractéristique de sortie. Voilà, ici nous avons la caractéristique de transfert, ID en fonction de VGS. Ça, c'est l'axe de VGS. Et ça, c'est le point de fonctionnement, c'est la valeur du point de fonctionnement correspondant à la tension VGS. C'est noté VGSQ ici. Nous l'avons noté tout à l'heure, VGS0, et ici, il est noté VGSQ. Donc ça, c'est la valeur de VGSQ. VGS de T, elle varie autour de VGSQ. Et pour déterminer IDQ, on va faire la projection sur la caractéristique pour déterminer la valeur de IDQ sur l'axe ID. Après, pour déterminer la valeur maximale et minimale de ID, il suffit de faire une projection de ce point ici pour avoir la valeur minimale de ID et faire la même chose ici pour obtenir la valeur maximale. Et donc, on peut tracer la représentation de ID en fonction du temps.
Voilà. Vous voyez le déphasage entre VGS et entre ID. Ça, c'est ID de T. On peut faire la même chose avec la caractéristique de sortie. Nous avons ici ID en fonction de VDS pour plusieurs valeurs de VGS et en particulier pour VGSQ. Donc, on peut utiliser la droite de charge ici à partir des valeurs, des paramètres du montage utilisé. Et la projection, c'est le point Q qui va nous donner, après projection sur VDS, le point ou bien la valeur de VDSQ. Et après projection sur ID, la valeur de IDQ. Après, si ça, c'est la courbe correspondante à VGS max, donc ici en valeur absolue. Donc je parle ici en valeur absolue. Donc cette valeur correspond à cette valeur. Et cette courbe correspond à VGS min. Donc cette courbe ou cette valeur correspond à cette valeur minimale. Et je parle en valeur absolue puisque cet axe, c'est un axe qui contient des valeurs négatives. Donc voilà, nous avons VGS min. Le VGS min va nous donner ID max. Le VGS min va nous donner le ID max. Et le VGS max va nous donner le ID min. Et on peut tracer le ID en fonction de T de la même manière. La même chose, ici on va obtenir le VDS max et ici on va obtenir le VDS min et on peut tracer le VDS en fonction du temps. Donc on peut résumer cette analyse que nous avons fait pour ce montage en disant que ce montage fonctionne en régime statique pour permettre la polarisation du transistor. Donc en régime statique, le voilà, pour permettre la polarisation du transistor. Donc pour fixer les valeurs du point de fonctionnement à l'aide de la tension continue VDD. En plus, il fonctionne en régime dynamique qui correspond à la fonction d'amplification. Donc c'est l'objectif du transistor, c'est le fonctionnement en régime dynamique pour qu'il puisse amplifier la tension d'entrée VE. Donc ce montage peut être séparé par superposition en deux montages. Le premier montage qui correspond au régime statique, le second montage qui correspond au régime dynamique. Dans le premier régime, régime statique, ça correspond à la polarisation. Donc le régime statique sert à la fonction de polarisation du transistor. Et ici, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir un courant ID0. On va avoir ici une tension VDS0. Et on va avoir ici une tension VGS0. Ce sont les valeurs du point de fonctionnement. Ce sont ces valeurs, ID0, VDS0 et VGS0. C'est la partie continue du signal variable. Par contre, en régime dynamique, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir un I petit d de t, un VDS de t et un VGS de t. Donc ce sont ces paramètres ou bien ces valeurs qui correspondent à la partie variable. D'accord? Nous avons séparé le montage en deux montages par superposition, régime statique et régime dynamique. Le régime statique correspond à la polarisation. Donc l'étude en régime statique concerne tout simplement la détermination du point de fonctionnement, c'est-à-dire les valeurs de IT0, VDS0 et VGS0. Cette étude, nous l'avons déjà fait lorsque nous avons vu les montages de polarisation, et en particulier le montage de polarisation automatique. Ce qui est intéressant, c'est
de se concentrer sur le régime dynamique qui concerne la fonction de ce transistor JFET canal N dans ce montage, à savoir la fonction d'amplification. Notez ici que j'ai remplacé VDD par une masse parce que en régime variable, une tension continue est équivalente à une masse. Donc on l'appelle la masse AC ou bien la masse alternative. L'étude en régime dynamique ne diffère pas de celle que nous avons faite pour le transistor bipolaire. Donc voici le montage. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de déterminer un schéma équivalent en petits signaux pour ce montage. Pour ce faire, il faut utiliser bien sûr le schéma équivalent du transistor JFET canal N que nous avons déjà vu. Le voilà. La grille, le drain D et la source qui est reliée à la masse. Je rappelle que ça c'est un montage source commune qui est équivalent au montage émetteur commun du BGT. Entre S et D, il y a le générateur de courant. GM fois VGS. Et ici, il y a la tension VGS. Ça, c'est le schéma équivalent du transistor JFET canal N tout seul. Après, on va regarder du côté de l'entrée qu'est-ce qu'il y a, on va le mettre ici. Et du côté de sortie qu'est-ce qu'il y a, on va le mettre ici. Du côté de l'entrée, il y a la résistance RG. La voilà. Et il y a la tension d'entrée VE. La voilà. Du côté de la sortie, il y a la résistance RD qui est reliée entre D et la masse. Voilà, entre D et la masse. Et il y a la résistance RL qui est reliée entre D et la masse également. Et donc nous avons ici la tension de sortie VS. La tension d'entrée, c'est ça. La tension VGS qui est égale à la tension d'entrée. Le courant de sortie IS. Le courant IT. Le courant d'entrée EE. Et voilà tout. Donc l'étude concerne bien sûr à déterminer le gain en tension, la résistance d'entrée et le gain en courant. C'est ce que nous allons faire maintenant en commençant par le gain en tension. AV. AV est égal à VS divisé par VE. Mais VS, c'est tout simplement la résistance R en parallèle avec la résistance RD multipliée par le courant ID avec un signe moins. Donc c'est moins RD parallèle RL multiplié par le courant ID. Et la tension VE, ce n'est rien d'autre que la tension VGS. Mais ID c'est quoi? ID c'est GM fois VGS. Donc c'est moins RD parallèle RL fois GM fois VGS divisé par VGS qui est égal à GM fois RD parallèle RL. Ça c'est là le gain en tension tout simplement. Après on passe à la résistance d'entrée. Notez RE. La résistance d'entrée RE est égale à VE divisé par IE. C'est tout simplement RG. Parce que tout le courant il va circuler dans RG, puisque ici il y a une résistance infinie. Pas de courant ici, donc IE va
circuler ici, puisque E il circule ici, donc VE divisé par IE est égal tout simplement à RG. Il reste le gain en courant. AI est égal à IS divisé par IE. Donc, il faut exprimer IS et IE. C'est très simple. On peut exprimer IS en utilisant un diviseur de courant ici, en considérant ce courant qui remonte ici, ID égale à IS plus ce courant. Donc, on peut exprimer IS en fonction de ID par l'expression suivante. RD divisé par RD plus RL multiplié par ID. ID c'est GM fois VGS. IE c'est quoi? C'est VGS divisé par RG, puisque VGS est égal à VE par RG, ce qui nous donne comme expression finale RD fois RG divisé par RD plus RL multiplié par GM. Voilà, ça c'est le gain en courant.